Bonjour. Ce matin, je vais essayer de discuter avec les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les affaires ou même dans le monde de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand discours autour de l'entrepreneuriat, des dizaines de séminaires organisés et les gens accourent vers là cherchant la solution magique pour créer une entreprise, pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement dans les affaires. Et il est fort probable qu'après un certain nombre de temps, les gens qui y sont allés commencent à exprimer une certaine déception. Et cela va se justifier par les multiples échecs, les incapacités à manager les difficultés parce que nous n'avons pas été formés pour créer des entreprises. Nous avons tous été formés à l'école pour être de meilleurs employés pour les patrons. Donc personne de nous n'a reçu la capacité à créer une entreprise, sauf des personnes qui sont nées dans des familles d'hommes d'affaires et de grands commerçants et qui, depuis l'enfance, sont souvent envoyés au marché, vérifier les activités, les travaux, les projets. Et comme ça, leur environnement leur inculpait une culture entrepreneuriale de manière automatique. Mais nous autres qui, de 0 à peut-être 18 ans, 19 ans, on est allé à l'école, le matin, rentrer le soir, cultiver quelques scions et manger, n'avons pas été préparés pour créer les projets. C'est pour cette raison que lorsque nous allons entrer sur le marché de l'entrepreneuriat et même de l'emploi, nous devons toujours avoir souvenir et conscience que nous ne sommes pas suffisamment outillés pour réaliser du succès dans l'entrepreneuriat. Lorsque nous prenons conscience de ce fait, nous saurons également que l'apprentissage sur le terrain sera jonché de beaucoup d'échecs et de difficultés. Et nous saurons que ces échecs et ces difficultés sont en réalité l'ensemble des formations dont nous aurons besoin pour garantir notre succès demain. Maintenant, je vais revenir au niveau de l'entrepreneuriat. Généralement, quand on dit entrepreneuriat, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de créer toute une grosse entreprise. Non, il s'agit tout simplement de mettre sur pied une initiative qui génère des revenus. Et cette initiative peut être une entreprise, une société de fabrication, une société commerciale, une association, une ONG, un programme, un festival, un événement, ou du moins c'est toute initiative qui se solde par la création d'un revenu. Alors, les jeunes, quand ils comprennent l'entrepreneuriat, ils s'excitent beaucoup. Et vous verrez que de plus en plus, les coachs en entrepreneuriat disparaissent des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gars, au début, avaient, comme tout le monde, un discours facile sur la création de richesses, sur l'entrepreneuriat, et s'en rendent compte au fil du temps qu'en réalité, on s'en rend compte que lorsqu'un coach commence à exercer un domaine d'activité, il ne bavarde plus beaucoup parce que les réalités du terrain lui font à ce qu'il est obligé de se taire à jamais et de se concentrer sur son projet, attendre le jour où il aura un véritable succès prouvable et justifiable pour commencer à se positionner encore en donneur de leçons sur les réseaux sociaux. Maintenant, lorsque vous entrez dans le cas de création d'une entreprise, prenons le cas d'une entreprise de fabrication, parce que moi, je fais aujourd'hui un peu aussi dans la fabrication d'un ensemble de 2 à 3 produits. Et j'ai mon ami Nenjoko également qui fait de la fabrication des produits. D'ailleurs, vous le verrez, vous le voyez sur les réseaux sociaux avec ses détergents Mola et Power Clean. J'ai aussi d'autres amis qui sont également dans la fabrication des produits. Alors, lorsque vous entrez dans la fabrication des produits, c'est le domaine le plus difficile de l'entrepreneuriat, la fabrication des produits. Parce que pour un début, qu'est-ce que tu fais? Pour un début, tu lances la levée de fonds. Si tu n'as pas suffisamment de capital, peut-être tu as besoin de 10, 15, 20 millions, 30 millions, jusqu'à 1 milliard, voire plus en fonction de la taille de ton projet. Tu lances la levée de fonds et tu vas aller bâtir l'entreprise. C'est-à-dire que tu bâtis ce qu'on appelle les installations et tu confonds les installations d'une entreprise à l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est l'ensemble. Sauf que la plupart des temps, on s'intéresse aux installations. Tu installes ton unité de production de chocolat, de craie, de détergent, de ciment, de peinture, je sais pas, des jus de fruits, des farines ou du moins c'est de n'importe quel autre produit. Tu as tout bâti. Tu mets les machines ou tu fais une production artisanale ou manuelle et tu fabriques tes sacs, donc les emballages. Tu es fier, tu es fier. Oui, gars, je suis en train de monter au bureau. Hein. En train de quitter là. Ok, donc on se retrouve au bureau alors. Ok.
Donc voilà, tu te lances comme ça et tu t'en rends compte qu'après avoir fabriqué tes premiers produits, personne ne t'attend sur le marché. Tu vends, on n'achète pas. Et même le peu qu'on achète, tu as tellement de difficultés pour couvrir les charges. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'entreprises en bordure de route, abandonnées lorsque vous faites des voies. Vous voyez des usines construites et abandonnées dans des forêts. C'est qu'en réalité, les gars sont venus au début et ils se disaient que le tout était de fabriquer un produit. Voilà maintenant que tu as fabriqué un produit, malheureusement, ça ne marche pas. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Si vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, Stéphane, dans l'entrepreneuriat, et que votre but est de fabriquer un produit, avant même de vous lancer dans la fabrication du produit, trouvez une autre activité qui va soutenir votre entreprise sur le temps. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, je vous assure que vous n'avez même pas 6 mois dans cette entreprise, vous allez fermer les portes et disparaître du marché. Alors, vous avez besoin de 5 ans. 5 ans pour que cette entreprise soit stable. Je prends mon cas. Je suis en train de finir la première année. Allô? Allô? Oui, Stéphane, on se retrouve au bureau, hein? Voilà, j'ai oublié. On a un petit souci là. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher un peu de Total. Total Colombo, est-ce que ça serait même possible? Bon, attends un peu. Oh, tu peux appeler Patrice lui-même. Non, appelle, je veux seulement voir quand il sera devant moi. D'accord, ok, attends, je l'appelle alors. Pardon, appelle par rapport à ce que tu disais. Allô? Oui, j'écoute. Ça reste en... Ah? C'est ce que tu disais hier. C'est le gouverneur qui gère le dossier. Le dossier, ton dossier là, hein? Bon, attends, j'appelle d'abord Patrice pour qu'il change de programme et je te reviens. Les gars, patientez, hein. C'est ça le quotidien de l'homme d'affaires, 0 secondes. Parce que vous voyez que mes enfants pleurent là dehors, je n'ai même pas le temps. Ils vont seulement pleurer. La vie ne sera pas facile demain, donc c'est mieux qu'ils pleurent comme ça pour comprendre, parce que demain ils vont pleurer comme ça plus à cause du business. Donc, une seconde, on va revenir. Oui, bon, il dit qu'on se retrouve plutôt à Total Colombo, hein. Bon, là, vous allez me laisser un peu de temps parce que je dois traverser tout l'Axelou, là. Bonamou Sadji, pour l'Axelou, c'est pas facile. Donc, dès que j'amorce ce village-là, je te fais signe. Ok, comme je disais, vous avez besoin de beaucoup d'années pour rendre votre projet mature. Alors, quand vous sortez vos premiers produits, vous envoyez sur le marché. Pour un début, votre entourage, si c'est un produit de grande consommation, votre entourage commence à acheter. Les gens qui vous connaissent commencent à acheter. Sauf que les gens qui vous connaissent sont ceux qui déjouent totalement les pronostics de votre entreprise parce qu'ils vous font croire en fait qu'ils sont des consommateurs. Je prends un produit comme le détergent. Quand tu as sorti tes premiers détergents, si tu habites dans un quartier où il y a un marché, tu amènes le détergent là dans ce marché-là. Tout le marché pourra acheter parce qu'on te connaît, on connaît peut-être ta maman ou on connaît quelqu'un d'entre vous. Le marché achète, tout le monde achète les détergents au quartier. 50, 100 francs, 200. À la fin, tu vois que tout le quartier ne t'a fait qu'une recette de 15 000, 20 000. Avec ça, tu ne peux même pas payer le taxi. Tu commences à vouloir envoyer tes détergents dans un nouveau marché que tu ne connais pas. Tu mets dans une boutique, tu reviens une semaine après, tu vois que personne n'a acheté. Alors, il y a ce qu'on appelle le fonds de roulement. Pourquoi vous devez avoir un grand fonds de roulement? La meilleure manière de pénétrer un marché lorsqu'on fabrique un produit est de donner son produit au distributeur à crédit. La première des choses. Si vous n'êtes pas capable de donner votre produit au distributeur à crédit, les gars, laissez. Laissez. Sauf si vous arrivez comme une véritable entreprise capable de signer des grands contrats chiffrés en milliards. Mais si vous êtes un débrouillard, rassurez-vous que
Votre fonds de roulement vous permet de donner les produits au distributeur à crédit et d'attendre au moins 45 jours pour faire le recouvrement. Si vous n'avez pas ces moyens-là, n'allez pas fabriquer un produit. Vous n'allez pas vendre. Et quand vous n'allez pas vendre, si vous avez confié votre entreprise à quelqu'un, vous allez commencer à croire que c'est cette personne qui gère mal ou c'est cette personne qui vous vole. Or, la seule chose qui rend une entreprise de fabrication prospère, c'est la vente. C'est pour ça que le patron d'une entreprise de fabrication doit être d'abord un vendeur. D'abord un vendeur, pas un producteur. Fabriquer le savon est plus facile que préparer le mbongo, mais sauf que vendre le mbongo est plus facile que vendre le savon. Alors, quand vous entrez dans le domaine de la production, rassurez-vous toujours que vous êtes capable de donner votre marchandise à quelqu'un, il vend, il ne vous fait même pas le versement, et vous lui donnez encore une nouvelle marchandise pour qu'il vende pour la deuxième fois afin de vous faire au moins le premier versement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'au début, lorsque moi je lance mon usine, moi je suis enthousiaste. J'achète une voiture, j'achète 2 voitures, j'achète des tricycles, je me mets dehors, je recrute les petits commerciaux que je paye. Mais les gars, 6 mois après, l'usine ne fait que retourner. Les erreurs, il faut corriger les erreurs, il faut corriger les erreurs. Et à un moment donné, je suis obligé d'abandonner tout, aller m'asseoir moi-même à l'usine, commencer à devenir mon propre vendeur. Je parcours le marché, je parcours les entreprises, j'essaie de proposer et je me rends compte que tout le monde me dit, mon frère, viens déposer, je vends, si ça passe le marché, je te paye. C'est comme ça que tu déposes, les gars vendent, ils ne te payent pas, les gars vendent, ils partent avec l'argent, il y a ceux qui payent. Sauf que, pour que tu atteignes le seuil de rentabilité, c'est le niveau où l'entreprise ne paie plus et ne gagne plus. Donc l'entreprise ne paie plus et ne gagne pas. Tout est stable. Dès que tu atteins le seuil de rentabilité, tu peux dormir un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes d'aujourd'hui lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat? Le gars commence par aller créer un truc là qu'ils appellent registre de commerce. Voilà, il crée d'abord une société au centre de formalité. Et il entre déjà dans le système fiscal avec une entreprise qui n'a pas de croissance, qui n'évolue pas, qui n'existe même pas. Il commence à payer la patente. Tous les mois, il est obligé d'aller déclarer néant ou déclarer avoir vu quelque chose ou pas. Kala, je te reviens, je suis en train de monter à Yassa. À défaut, tu me trouves au bureau vers 11h30, 12h. Rappelle-moi un peu, pardon. Je te fais si même dans 30 minutes. Donc, ça, c'est le seuil de rentabilité. Alors, vous devez vous battre à atteindre le seuil de rentabilité. Ça peut prendre minimum 2 ans. Minimum 2 ans parce que dans la plupart des temps, lorsque tu as 7 mois de ton projet, tu as l'impression qu'il est rentable. Dans la mesure où tu commences à faire un peu d'entrée, c'est-à-dire que tu peux faire un chiffre d'affaires mensuel de 60 millions. Tu penses que ça donne parce que tu calcules tout simplement que je vends un produit à 1000 francs, je gagne 300. Donc si je vends 10 000 produits, je gagne 3 millions. Donc en réalité, comme j'ai vendu les produits de 20 millions, ce mois, j'ai gagné 6 millions. Sur cette base, tu te dis que tu t'en sors en réalité. Alors, quand tu commences à prendre les charges de camions, de la logistique, les amortissements, tu te rends compte toujours que tu ne gagnes rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut qu'avant de créer une entreprise de production, je suis ici dans les entreprises de production, avant de créer une entreprise de production, mettez toujours de côté une autre activité qui vous permet d'abord de vous occuper de vos besoins personnels sans toutefois tremper votre main dans le capital de l'entreprise. Parce que c'est là où tout le monde tombe. Un gars, par exemple, qui était dans une affaire ou du moins dans un travail qui lui donnait avec ses avantages 300 000 le mois, il avait déjà un train de vie avancé avec sa femme et ses enfants. Il décide le matin de créer une entreprise de production, il prend 15 millions, il injecte dans l'entreprise, commence à fabriquer un ensemble de produits qu'il va mettre sur le marché. Ce qu'il oublie, c'est que à chaque fois qu'il va aller puiser 300 000 chaque fin du mois dans l'entreprise, et puis même encore, il puisera plus de 300 000 parce que l'argent transite devant lui tous les jours. Il a l'impression qu'il fait beaucoup de bénéfices. Il calcule les bénéfices bruts. Il confond au bénéfice net. Il dit, bon, voilà, j'ai vendu 10 millions, en réalité, j'ai gagné 2 millions. Il commence à puiser dedans pour régler ci, pour régler ça. À un moment donné, quand le véhicule tombe en panne, ou du moins c'est à une panne de 800 000, il gare pour 2 semaines. Le temps de garer pour 2 semaines, tous les petits clients qu'il avait déjà pu conquérir commencent à se fâcher et disparaissent du marché. Ça, c'est la première chose. L'une des choses est que une entreprise peut démarrer et son succès devient un handicap pour elle. Et c'est le cas de beaucoup d'entreprises aussi qui n'ont pas de fonds de roulement. Ça dit que pour un début, tu vendais dans des petits distributeurs du quartier, tu allais vendre un carton ici, 2 cartons là-bas, 3 cartons là-bas, et tu t'en rends compte que c'est épuisant et ennuyeux parce que manager la vente en détail en tant qu'une entreprise de production
est difficile, voire même impossible. Tu t'en vas donc vers les grands distributeurs. Je sais pas quel sera ton produit, Mahima, Santa Lucia, Bao et autres. Tu vas vers ces gars-là, et ces gars-là te disent que, ok, nous sommes capables de distribuer ton produit. Sauf que tu vas nous livrer 10 tonnes de marchandises et attendre 70 jours. Tu acceptes le bon de commande. Tu marches partout pour chercher qui va financer le bon de commande, tu ne trouves pas. Pourtant, voilà une commande qui peut te faire gagner 25 millions au bout de 70 jours. Personne ne finance ton bon de commande. Bao, le bon de commande finit par expirer entre tes mains. Tu ne pourras plus retourner facilement à Bao parce que Bao ne sera pas capable, tu vois un peu, de prendre encore ta marchandise. Tu te tournes vers Santa Lucia. Santa Lucia t'émet également un bon de commande de 40 millions. Il va fabriquer, tu viens me donner. Tu fabriques les produits de 40 millions, tu envoies à Santa Lucia. Au courant de 60 jours, Santa Lucia qui pensait avoir écoulé tout le produit n'a vendu que 10% de ton produit. Et il a peur que les autres produits tombent en avarie. Voilà comment Santa Lucia, qui devait te payer au cours de 60 jours, ne te paye pas. Il a quand même vendu 10%. Alors, qu'est-ce qui te manque à faire si tu es une entreprise préparée? Tu devrais enlever les 90% de produits qui restent, les remplacer pour que ça ne pourrisse pas à Santa Lucia. Tu les redistribues rapidement chez les petits revendeurs. Alors, le délai de paiement qui devrait être de 60 jours peut se rallonger à 120 jours. Si tu arrives à tenir après 120 jours, Santa Lucia pourrait avoir vendu 50%. Et là, peut-être qu'il peut te payer une partie. Tu remplaces le produit et tu attends 240 jours. Te voilà presque en un an en train de supplier pour que Santa Lucia distribue tes produits. Sauf que, dès que le produit va être connu au fur et à mesure chez Santa Lucia, avec ton propre soutien, ce qui va se passer, c'est que Santa Lucia pourra, à lui seul, distribuer toute la production de ton entreprise. Mais pour que tu y arrives, il va falloir que ton succès à Santa Lucia soit capable d'être soutenu par toi. Alors, les entreprises plombent à quel niveau? Ils plombent au niveau où au début ils pensent qu'ils vont faire eux-mêmes le détail. Ils recrutent les commerciaux qu'ils envoient dehors vendre 1 carton, 3 cartons, 4 cartons, 5 cartons. Ils se disent qu'avec ça, ça va marcher. Tu as les camions, tu as les véhicules, tu as les impôts, tu as l'électricité, tu as les machines, tu as les amortissements, tu as tout ça à payer. Tu t'en rends compte que le détail de 1000 francs, 2000, 4000, 5000, 8000 ne marche pas. Il va falloir qu'un grand distributeur comme Bao récupère tes produits et distribue à ta place. Alors, ce que Bao peut vendre en un jour, tous tes commerciaux réunis ne pourront pas vendre ça en un mois. Tous tes commerciaux réunis ne pourront pas vendre ça en un mois. Sauf que Bao ne va pas te payer. Bao ne va pas te payer. Il va prendre tes produits, vendre avant de te payer. Alors, comment j'ai fait face à cette difficulté et comment j'ai résolu? Quand moi j'envoie mes produits dehors, j'ai des commerciaux qui vendent un peu de partout. Ils sont dehors là, ils vendent 2 sacs, 3 sacs par là, 4 sacs par là, 6 sacs par là. C'est compliqué. Et les véhicules tombent en panne, les commandes que tu peux pas livrer parce que tu es une entreprise basée à Yasson, te commande 10 sacs à Bonaberi, la voiture va à Bonaberi, qu'il y a des embouteillages, on t'appelle à PK14, quand tu ne viens pas, le client la bloque une fois ton eau, l'envoie dans la liste noire, ainsi de suite. Alors, je tombe sur un grand frère qui me dit, il va me faire distribuer mon produit, je suis dans les grandes surfaces. On y va, on se bat, c'est que les produits entrent dans les grandes surfaces. Quand les gars veulent émettre les bons de commande, c'est moi qui dis que les gars, attendez que je sois prêt. Ça va être un bon de commande de combien là? Environ 60 millions. Mon cœur fait comme ça, 60 millions, 60 millions, 60 millions. Donc si je gagne même seulement 10%, c'est 6 millions. Ok. Si on te donne le bon de commande de 60 millions, tu finances avec quoi? Ça commence à devenir compliqué, non? Pourtant, tu as le bon de commande, il y a 6 millions en jeu. Ça commence à devenir compliqué. Alors, comment j'ai fait pour régler ce genre de problème? J'entre en négociation avec les grands distributeurs. Je les supplie d'abord de réduire le bon de commande. Je les tape les mains. Réduisez le bon de commande. Si vous voulez 10 tonnes, je suis capable de vous donner au moins 1 tonne. Je peux vous donner 1 tonne. Pardon, vous commencez d'abord ça ici. Pardon, je suis votre petit frère, je n'ai pas les moyens. Je tape les mains comme un enfant alors que sur les réseaux sociaux, je sors ma bouche. Les gars ont pitié de moi, ils acceptent. Je vais vers le microfinance pour avoir le crédit. Tellement la procédure pour avoir le crédit est longue que le bon de commande qui n'a qu'une durée d'1 semaine, seulement pour qu'on t'écoute
à la microfinance et qu'on commence à mener les enquêtes et les démarches pour voir si on va t'octroyer un petit 10 millions, le bon de commande est déjà expiré. Si on te donne les mêmes 10 millions, ça te crée encore une nouvelle difficulté. Alors, lorsque vous voulez vous lancer dans les entreprises de production, le secret que je vous donne est qu'au-delà du capital et du fonds de roulement, mettez à côté de votre entreprise un système qui vous permet d'avoir des revenus tous les jours, pour que vous soyez capable de soutenir l'entreprise. Parce que tout ce que vous voyez bâti le premier jour dans une entreprise sera détruit à 50% ou abandonné. Certains équipements ne seront plus jamais utilisés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est amateur, on commet des erreurs. Bon, quand je dis ça, les gens vont dire, bon, il fallait prendre un professionnel pour faire des installations. C'est parce que vous voulez faire tout ça, vous ne voulez pas. Les gars, allez tenir ce langage à ceux qui ont les milliards. Moi, quand je commence mon entreprise, je n'ai pas d'argent. Je ne m'y connais pas dans le domaine où je m'avais investi. Je ne m'y connais pas. Donc, j'y suis allé moi-même. Même la conception des machines, c'est moi qui allais donner que je pense que si on fait comme ça, ça va marcher. Les gens vont toujours te dire, non, si tu avais pris un professionnel, il allait te permettre de faire ça sans que tu ne... Alors, parce que, pour un début, par exemple, c'est toi qui dois faire la comptabilité, tu dois faire la gestion, la communication, la production, le management et tout ce que l'entrepreneuriat comporte. Parce que tu n'as pas les moyens pour payer les professionnels. Un bon comptable va te prendre au moins 130 000 le mois. Un comptable va te prendre au moins 130 000 le mois. Au moins, un comptable qui connaît déjà son travail. À défaut, tu vas recruter un stagiaire comptable à qui tu vas donner peut-être 70 000 ou 80 000 et il va venir avec ses erreurs que vous allez corriger ensemble. Un bon directeur va te prendre au moins 250 000 le mois. Un bon directeur que tu déloges dans une entreprise pour l'amener chez toi pour qu'il fasse ton travail. Sauf que ton entreprise ne te permet pas encore de gagner 50 000 le mois. Tu prends déjà une chère de 150 000 le mois. Tu vas tomber. À défaut, toi-même, tu deviens directeur. Un bon responsable de marketing va te prendre au moins 200 000 le mois. Si tu n'es pas capable, tu vas devenir toi-même responsable marketing et ainsi de suite. Donc, quand vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la production, rassurez-vous toujours que les 2 premières années de votre entreprise, vous avez quelque chose de côté qui vous permet de tenir votre vie. À défaut, vous allez tremper la main dans le capital de l'entreprise et confondre la recette au bénéfice. Jouer la vie, manger, vous achetez une belle voiture, tuner vos bureaux et à la fin, vous allez tomber. Comme tous ces grands projets que nous voyons abandonnés dans des brousses parce qu'au début, les gens pensaient qu'il suffit de fabriquer. Donc, voilà un peu qu'il suffit de fabriquer. Alors, grand, pardon, donne-moi 5 minutes, je t'appelle, pardon. Alors, qui suffit un peu de fabriquer. Voilà un peu. Maintenant, revenons dans l'entrepreneuriat pour ceux qui décident de vendre un produit, de faire le marché, donc de faire venir un produit de la Chine, de l'Inde, ou du moins c'est de devenir distributeur d'un produit. Je vais déjà vous dire qu'on n'entre pas dans le commerce par effraction. Donc, ne regardez pas quelqu'un qui fait un business qui lui donne de l'argent et vous partez copier. Ne faites jamais cette erreur-là. Parce que la plupart des temps, les gens vont dire non, il faut juste regarder ce qui marche et vendre ce qui marche. Non. C'est pas toujours ce que vous croyez. Dans chaque domaine d'activité sur cette terre, il y a ce qu'on appelle le secret. Le secret, on ne le découvre qu'en étant à l'intérieur. Dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, on ne peut l'avoir qu'en exerçant. Dans chaque domaine d'activité, il y a ce qu'on appelle la maîtrise. La maîtrise, on ne peut connaître qu'en étant à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les jeunes sortent des salles de formation après avoir écouté les coachs pendant une semaine où on leur fait comprendre que les choses sont faciles? C'est que tu regardes, que telle personne fait telle chose, ça marche. Si je fais ça aussi, ça va marcher. Non, non. Quelqu'un, par exemple, qui a été employé dans une boulangerie pendant 15 ans, qui a vu comment fonctionne le circuit de la vente du pain, qui a vu comment on vend le pain, d'où on achète la farine, comment on jongle la production du pain, comment on produit le pain lorsqu'on coupe le courant, comment. Dès qu'il va sortir de cette boulangerie, s'il décide de lancer une boulangerie, même artisanale, il peut s'en sortir. Et tu peux alors voir le petit ouvrier boulanger d'hier qui devient le distributeur de pain dans ton quartier.
Toi, maintenant, tu copies. Tu copies. Tu dis que, mais si Roger a réussi ça, combien de fois, moi, Roger, c'est quoi? Roger qui montait sur les pantalons déchirés pour aller vendre et fabriquer le pain à Ola. Tu copies. C'est parce que le gars a une maîtrise, il a 15 ans d'expérience dans le pain. Toi, tu sors d'une formation, on te dit que non, la boulangerie artisanale paye. Quand tu achètes un sac de farine à 28 000, ça te produit le pain de 60 000. Et tu as déjà mis ça dans ta tête, on dit que si tu peux produire 4 sacs de pain par jour, voilà les bénéfices que tu as. Tu pars dans la boulangerie artisanale, tu fabriques le pain. Tu es surpris qu'après 2 mois, 4 mois, 6 mois, c'est comme si ton pain, on esquive ça au quartier. Alors, il y a 2 choses. Soit vous avez les moyens pour payer les professionnels dans chaque domaine de votre entreprise. Payer un responsable de production sorti d'une entreprise de production. Vous partez le déloger quelque part, vous doublez son salaire. Payer un responsable comptable. Vous le prenez quelque part, vous augmentez son salaire. Prenez un responsable marketing. Vous le délogez quelque part, vous augmentez son salaire. À défaut, vous-même, vous allez vous asseoir et apprendre. Si vous n'apprenez pas, vous n'allez pas réussir. Et je vous ai dit que la maturité d'un projet ne peut s'atteindre qu'après 5 ans. Parce que ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui, c'est que les gars pensent qu'ils ont beaucoup perdu le temps et qu'après avoir écouté un coach, ils ont 6 mois pour transformer leur vie. Et les coachs vous disent que vous êtes capable de faire ça. Les gars, vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas. Cela va prendre du temps. Quand vous regardez quelqu'un qui éclate milliardaire à l'âge de 40 ans, vous fouillez sa vie. On vous dit qu'il est dans l'entrepreneuriat depuis l'âge de 17 ans. Donc, le gars a 23 ans d'expérience pour devenir ce que vous rêvez là. Mais vous sortez de l'école avec 8 ans. Vous partez dans les entreprises où vous êtes des coussiers, quoi, je ne sais. Vous suivez une formation de coach et quelqu'un vous fait croire que vous pouvez réussir d'une baguette magique. Ce n'est pas possible. Ça doit prendre le temps. Vous décidez donc d'importer un produit de la Chine pour vendre. C'est votre domaine d'entrepreneuriat. Sachez toujours que tant que vous n'êtes pas dans le marché, vous ne pouvez pas faire une étude de marché. Retenez ceci, que les vendeurs d'illusions ne vous trompent pas. Pour faire une étude de marché, vous devez être dans le marché. Je vous rappelle quand j'étais encore aux Nations Unies, là, parce que j'ai travaillé dans un programme proche des Nations Unies. On avait fait une étude sur l'utilisation du préservatif féminin. L'utilisation du préservatif féminin. Et on s'était rendu compte que dans la ville de Yaoundé, le préservatif féminin était plus utilisé que dans n'importe quelle autre ville d'Afrique centrale. Les responsables qui nous avaient envoyé mener cette enquête étaient fiers et se réjouissaient du développement ou de l'évolution d'utilisation du préservatif féminin. Alors, après vérification, on s'est rendu compte que c'est les coiffeuses qui utilisaient le préservatif féminin sur les têtes, on ne sait pas pour faire quoi. Donc, en fait, 99% du préservatif féminin acheté était utilisé dans les salons de coiffure. C'était pas pour aller Ignace. Et quand j'ai dit à mes gars, voilà comment nos entrepreneurs font les statistiques. Rentrent les résultats. Dès qu'ils partent essayer, c'est comme un avion qui allait tout droit vers le pont sur le Vouri. Alors, vous devez comprendre que pour avoir les statistiques d'un marché, vous devez être dans le marché. Vous devez être sur le marché. Vous devez être dans le produit. Vous devez être dans la distribution pour savoir exactement ce qui se passe sur le marché. Donc vous ne pouvez pas rester chez vous comme ça. On dit non, il y a un déficit de 40 000 tonnes de poulet au Cameroun. Ça, c'est ce que le gouvernement dit tout le temps. Ça dit que le gouvernement dit que le Cameroun n'a pas encore pu couvrir la demande en consommation du poulet au Cameroun. Alors, dès qu'un entrepreneur voit ça, il se dit que non, en élevant les poulets, je vais vendre. Ce que le gouvernement ne vous a pas dit, c'est plutôt que toutes les zones du Cameroun n'ont pas accès au poulet. Parce que la ville de Douala a suffisamment de poulets. Yaoundé a suffisamment de poulets. Bonsam a suffisamment de poulets. Betoa, Ngaoundéré, Konsamba ont suffisamment de poulets. Ce qui ne disent pas dans leurs statistiques, c'est qu'il n'y a pas de poulet à Bétaré Oya. Il n'y a pas de poulet à Mora. Il n'y a pas de poulet au Lébialem.
Il n'y a pas de poulet à Melon. Alors toi maintenant tu vas aller installer ta ferme à Yaoundé, à Douala ou à Borsam, parce que tu veux prendre ta part de 120 000 tonnes de déficit de poulet que le Cameroun a. Dès que tu veux de fabriquer d'élever tes poulets, tu arrives au marché de Borsam. Le poulet qui t'a coûté 2200 francs la production et que tu allais au marché vendre à 2600, 2700 est en train d'être vendu à 1900 par le grand producteur. C'est-à-dire que toi qui as élevé 500 poulets, ça t'a coûté 2200. Quelqu'un d'autre a élevé 50 000 poulets, ça lui a coûté 1600. Lui, il est en train de vendre à 1900 pour avoir 300 et quitter le marché. Toi, tu dois vendre ta part à 2600. Il va falloir qu'il vende d'abord totalement sa part pour que toi, tu puisses vendre un seul poulet. Et à partir de là, tu commences à faire face à ta première, à ta première expérience. Alors, lorsque vous écoutez les statistiques, lorsque vous envoyez les gens sur le terrain, mener les statistiques pour gagner les parts de marché, faites attention parce que non seulement les informations que les gens vous donnent ne sont pas vraies, la deuxième chose est que les statistiques de manière globale pour une nation ne servent pas les intérêts d'un entrepreneur si cet entrepreneur n'arrive pas à comprendre que le déficit sur un produit dans une nation ne concerne jamais les agglomérats, les métropoles, les grandes villes. Donc si on vous dit que le Cameroun n'arrive pas toujours à satisfaire la demande en termes de ciment ordinaire, les gars, ne pas créer ta part d'entreprise de ciment ordinaire parce que tu as entendu que les Camerounais manquent de ciment ordinaire. Il y a le ciment à Douala, à Yaoundé et à Borsam. C'est dans des villages que le ciment ne s'y trouve pas. Et si tu fabriques ta part, va donc vendre dans les villages-là, ce qui ne sera pas possible pour toi. Alors, vous qui voulez entrer dans le domaine de la vente, de la distribution en tant qu'entrepreneur, rassurez-vous toujours de vendre un produit que vous maîtrisez, que vous avez déjà essayé. C'est pour ça que l'autre jour, un petit frère qui est venu me voir, il me dit qu'il veut créer sa part d'entreprise comme ma part. Je lui ai dit, tu as combien? Il me dit que non, ses frères sont capables de mobiliser 50 millions et lui donner. Je lui ai dit, petit frère, tu n'as pas besoin de créer une entreprise. Viens me voir avec tes 50 millions. Tu fais le design des sacs que tu veux. Vendre donc de ta marque, je produis, je mets dedans. Tu peux d'abord vendre. Dès que tu vas pouvoir vendre ta propre marque, tu pourras mettre sur pied une entreprise parce que d'une manière ou d'une autre, tu as déjà tes clients. Mais si tu commences par monter les bâtiments, non, tu vas te filmer devant les bâtiments, mettre sur Facebook et les gens vont acclamer, la famille va acclamer, les voisins vont acclamer. Mais le truc est que, petit frère, moi qui suis devant toi, j'ai plus de possibilités financières que toi. J'ai plus de possibilités d'avoir des partenaires financiers que toi. Mais je n'arrive pas toujours à émerger. Imagine ton cas. Il m'a répondu que tout le monde n'a pas les mêmes destins. Et il s'en est allé. Bon, on attend. Sauf que quand quelqu'un te parle en expérience... Alors, il y a une fierté. Il y a une fierté de fabriquer un produit, une fierté d'ouvrir sa boutique, une fierté d'ouvrir son magasin, une fierté d'avoir son entreprise. Mais la véritable fierté, c'est quand tu arrives à faire du chiffre, à vendre. Voilà, c'est quand tu arrives à vendre. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre. C'est pour ça que les gens créent des entreprises tous les jours et abandonnent par la suite. C'est en tant que membre, en tant qu'acteur politique et membre du mouvement en question, est la suivante. Est-ce que c'est normal qu'un Camerounais qui a un acte de naissance, une carte d'identité suivie de son passeport camerounais vivant à l'étranger ne peut pas jouir de son droit de citoyen? Joseph Ledoux Fegan, mon frère, je suis ici pour parler d'entrepreneuriat. On va parler de la politique et de la carte électorale après. Le JICAT, si c'est pour l'entrepreneuriat, je fais des JICAT parfois pour les cartes de visite. Bon, maintenant, je vais donner 10 minutes rapidement. Là, si des gens ont des questions à poser à ce qui concerne l'entrepreneuriat, ils posent, on va voir. Voilà. Quelqu'un a une question à poser rapidement, là, la personne pose et on évolue. Une question à poser. Voilà. Donc, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, sachez que les choses ne marcheront pas comme les coachs vous disent. D'ailleurs, même les coachs, dans la plupart des temps, n'ont pas d'entreprise. L'entreprise, c'est vous. Voilà, c'est vous qui êtes les clients. Vous payez les formations et puis ils s'enrichissent avec. Ils font des formations où, voilà, 1 million pour entrer dans une salle. Si vous êtes 100, ça lui fait 100 millions. Hein. Vous êtes 200, ça lui fait 200 millions. Vous êtes 300, ça lui fait 300 millions. Avec 300 millions, il peut vivre pendant 5 ans. Il peut mener un train de vie luxueux. Et il vous fait croire qu'il a des entreprises. Mais demandez-leur toujours que cette entreprise est placée où? Et où sont les employés? C'est placé où sont les employés?
C'est placé où on voit ça où? Difficilement les coachs, voilà, vont vous montrer ça. Sénateur, c'est quoi votre produit? Mon frère, mon produit, c'est le mbanga. Je vends que le mbanga. Je fabrique le ntariayato, le njab, le fla. C'est ça mon produit, bro. On est sur Facebook. Hein. Donc, c'est le mbanga, le ntar, le fla, le yayato. Bonjour, sénateur. Le domaine de la boulangerie à Douala, ton avis? Tout ce que je peux dire comme avis dans la boulangerie est que j'ai vu beaucoup de personnes ouvrir les boulangeries et refermer. Bon, seulement pour ça. Allô, Stéphane? Stéphane? Oui, je l'ai eu, donc on se retrouve là-bas bientôt. 1 heure, c'est bon, non? J'ai vu beaucoup de gens ouvrir les boulangeries et refermer. C'est tout ce que je peux dire. La boulangerie, le pain est un produit qu'on consomme tous les jours. La question maintenant, c'est comment développer une part de marché. Est-ce que tu es prêt à fabriquer le pain, grimper toi-même sur les motos, aller tester les clients, ou tu veux seulement te coucher à la maison, fabriquer, envoyer les gens? Ça ne va pas marcher. Pour un début, le patron doit être au four et au moulin. Bonjour frère, merci beaucoup pour ton dire. Comment trouver des apporteurs d'affaires quand on veut entrer dans un marché? Mais comment trouver des apporteurs d'affaires quand on veut entrer dans un marché? Toi, tu veux entrer dans quel marché? Tu as besoin de quel type d'apporteur d'affaires? Viens me voir. Si ce n'est que l'apporteur d'affaires, j'ai tellement d'idées de projets dans la calebasse. Donc, si ce n'est que ça, je suis apporteur d'affaires. Je n'ai pas dit apporteur d'argent. Je n'ai rien. Est-ce que c'est possible de se baser sur l'expérience de quelqu'un pour se lancer dans son projet d'entrepreneuriat? Patrick Samou. Patrick Samou, est-ce que c'est possible de se baser sur l'expérience de quelqu'un? Non. Il faut faire sa propre expérience. Il n'y a pas l'expérience. L'expérience de quelqu'un n'est expérience. Tu ne connais pas quelle expérience il a avec sa femme. Quelle expérience il a avec ses enfants. Quelle expérience il a avec ses amis, avec ses parents, avec ses partenaires, avec son village, avec les élites de son village, avec le gouvernement, avec l'impôt, avec les gendarmes. Tu ne vois que l'expérience de manière globale. C'est pour ça que chacun doit faire sa propre expérience. L'expérience de quelqu'un est propre à la personne parce que, en dehors de l'expérience que vous voyez avec les yeux, comment est-ce que ta femme se comporte à la maison avec toi, dans les affaires? Quelle est ta relation avec les gendarmes et les policiers? Quelle est ta relation avec l'impôt? Quelle est ta relation avec le chef du village où ton entreprise est basée? Quelle est ta relation avec tes clients? Tout ça, l'expérience de quelqu'un est propre à la personne. Maintenant, on peut s'inspirer de l'expérience de quelqu'un pour manager ou du moins pour conduire sa propre expérience, mais l'expérience de quelqu'un, non. Bonjour sénateur, merci pour le rappel de toujours se lancer dans le domaine qu'on maîtrise le mieux. En effet, j'ai noté que beaucoup de ces entrepreneurs ne savent même pas calculer le coût d'un projet. Oui, beaucoup. Ils vont calculer comment ils ont appris ça où. C'est pour ça qu'il faut commencer. Pour commencer, sénateur, j'ai besoin d'un terrain titré, pas cher. Écris-moi en inbox. Est-ce qu'il y a le terrain dans le direct? Bonjour sénateur, c'est possible de vous rencontrer. Mais j'organise les rencontres tous les jours. Il y a les mercredis où je fais des rencontres 17h. Il faut juste me suivre sur ma page et savoir que lorsque vous voulez suivre quelqu'un, vous devez aller sur sa page et vérifier chaque jour les informations publiées. Me rencontrer, je suis là. Bonjour Nora, très heureux de vous écouter ce matin. C'est très pertinent. Toujours la diaspora a les difficultés en matière de terrain et immobilier. Jérôme Patago, la diaspora a les difficultés en matière de terrain immobilier. Moi, j'ai essuyé une défaite dans l'immobilier. Une défaite chiffrée à beaucoup de centaines de millions. Et dans cette défaite même, j'ai entraîné plusieurs gars de la diaspora. La difficulté n'est pas liée à la diaspora, c'est lié à tout le Cameroun. Vous vous imaginez quand on se réveille un matin, on entend que le ministre a annulé 50 titres fonciers dans une localité. 50 titres fonciers, si chaque titre foncier a seulement 10 hectares, ça fait 500 hectares. 500 hectares, c'est, je pense, 5 millions de mètres carrés. 5 millions de mètres carrés. 500 hectares, c'est le terrain d'au moins 5000 personnes. Et parmi les 5000 personnes, vous pouvez vous retrouver. Alors, quand le ministre lui m'attribue les titres fonciers aux gens, après il annule par la suite, alors que les gens à qui il attribue les titres fonciers ont déjà effectué les ventes sur le terrain. Mais dès qu'il annule, les gens à qui tu as vendu le terrain vont te poursuivre et le même gouvernement va vouloir t'envoyer en prison. Donc les difficultés sur le foncier n'est pas seulement de votre côté, c'est dans tout le Cameroun, c'est tous les Camerounais qui sont confrontés à ce problème. C'est pour ça que
bon, il y a peut-être aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue après avoir essuyé ma défaite, des possibilités de vérifier une affaire dans l'immobilier avant de s'introduire. Mais ça, c'est parce que j'ai d'abord échoué. Donc, vous allez toujours échouer pour comprendre. Parce qu'au début, quand j'entre dans l'immobilier, c'était pied et tête liés. Oh, je suis fort, je mets l'argent, je prends l'argent, je mets. Et après, quand le titre est annulé, je suis ma première défaite, j'ai compris comment il fallait s'y prendre. Et aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus prudent. Et je peux au moins à 50% dire non, ceci sent bon, ceci ne sent pas bon. Et l'élevage des escargots. L'élevage des escargots, il faut le faire à grande échelle. Si vous voulez lever dans 4 sauts derrière la maison, vous calculez votre salaire mensuel, ça doit même pas atteindre de 2500 par mois, ce que vous gagnez. Maintenant, si vous avez un hectare et vous voulez construire les escargotiers sur un hectare que vous allez abandonner en forêt et faire semi-naturel, semi-moderne, vous allez gagner. Question. En entreprise, les réalisations de projets de construction, comment réussir avec la concurrence rude des entreprises de réalisation de projets de construction? C'est quoi l'entreprise de réalisation des projets de construction? Les entreprises de génie civil ou de BTP. Soyez explicite, moi je suis pas à l'école pour comprendre votre langage. Petit frère, t'écoute depuis un moment, vraiment, j'ai déjà créé 2 entreprises. Tous les conseils que tu viens de donner sont exacts. Vraiment, je vais me rapprocher de toi. Le moment venu, bon courage. Je suis là, monsieur Luc Bilan. Trouvez-vous ça comment? Quoi? Bonjour, mon sénateur. Comment investir dans les carrières de sable et de gravier? Investir dans les carrières de sable et de gravier, c'est aussi quelque chose de très difficile. Parce que le problème de l'entrepreneuriat est toujours que les coachs vous font comprendre que les choses sont faciles, que vous allez aller investir comme ça là et gagner de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Vous voulez faire dans le carrière de sable et de gravier. D'ailleurs, faire les graviers, il faut avoir la machine déjà pour broyer les pierres. Les autorisations sont faciles aujourd'hui en matière de carrière. Si vous allez au ministère des Mines, dans n'importe quel département des mines, de n'importe quelle délégation départementale, voilà, ou régionale des mines, pour obtenir une autorisation parce que vous avez une carrière pour une exploitation mécanisée ou semi-mécanisée ou même artisanale. Sincèrement, le gouvernement a facilité l'obtention des autorisations. Ceux qui vous disent là, non, c'est juste une affaire d'argent. Donc, vous avez l'argent nécessaire, vous obtenez votre autorisation dans les délais prévus par la loi. Mais le truc maintenant n'est pas l'exploitation du sable. Parce que pour exploiter une carrière de sable, par exemple, pour qu'une carrière de sable tourne, si le sable est au bord de la mer ou d'un fleuve, il va falloir que vous ayez une suceuse, donc ce qu'on appelle une drague. Et une drague va vous coûter au minimum 30 millions si c'est une fabrication artisanale. Après, maintenant, il va falloir avoir un engin pour charger le camion, une pelle chargeuse, qui va vous coûter peut-être de 30 millions, tu as 60 millions. Alors, avec la réalisation des équipements de bois et autres, tu vois qu'il te faut 80 millions pour aller exploiter une carrière. Alors, si tu as 80 millions, va exploiter la carrière. Maintenant, si tu n'as pas, la faute à qui? Pas à faute. Mais les gens vous diront que non, la carrière donne l'argent parce qu'on pense qu'on va puiser le sable avec les pelles. Mais vous avez vu où on a puisé le sable avec la pelle et ça a donné l'argent. Voilà un peu. Parce que les camions qui achètent le sable partent dans des endroits où on va ramasser le sable rapidement avec une pelle chargée et vendre par godet. Il s'agit du même pour le gravier. Maintenant, est-ce que tu as cassé les pieds avec les marteaux comme nos parents faisaient à l'époque? Non, même si ça rate ton œil, ça ne va pas rater ta galère. Roro Ronaldinho, quelle est la procédure d'obtention d'un titre foncier? Bro, pardon, ça c'est toi, tu connais même déjà. Donc, ça t'est parler un peu du business. Comme, vous savez quand le message arrive, sénateur, l'entreprise de détergents en poudre, qu'en pensez-vous? Landry Camden, oui, un très bon projet, les détergents en poudre. D'ailleurs, j'ai un projet sur les détergents en poudre que je vends. Donc, celui qui a l'argent vient me voir, je lui vends le projet complet. Même les équipements sont disponibles une fois. Je dis bien les équipements sont disponibles. Donc, quelqu'un veut fabriquer des détergents en poudre, il vient me voir lundi. Autre temps, mercredi, il peut fabriquer son premier détergent. Tout est disponible. Je vous montre là où on prend la matière première, là où on fabrique les emballages. Je vous donne une fois les machines. Je vous donne une fois un producteur de détergents en poudre, donc un technicien. Et il vous reste à faire le développement commercial.
question, comment investir dans la quincaillerie? Pour investir dans la quincaillerie, il faut chercher une boutique placée dans un quartier où il y a les constructions et acheter le matériel de quincaillerie, puis vendre. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a plus rien d'autre. C'était vraiment, j'avais besoin de toi au moment venu. J'ai été dupé plusieurs fois en lançant les business, car j'ai fait confiance à mes proches et j'ai essayé, et sur les échecs surtout, que je ne suis pas là. Ben Joachim. Bon, vos proches ne vous ont pas déçus parce qu'ils sont malhonnêtes. Je vais vous dire ça et ça va surprendre. Tous ceux qui sont en Europe et accusent le proche au Cameroun de les avoir déçus en mangeant leur argent ou parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est pas toujours ça. Du moins, à 90%, c'est pas ça. Ce que vous avez voulu fonctionner avec les membres de votre famille et vous avez pris les incompétents pour mettre dans un domaine. Donc, des gens qui n'avaient jamais fait ça. C'est un peu comme quand tu es en Europe, tu veux faire le business de location de voiture ou de transport. Ou tu veux, je sais pas, faire quoi au Cameroun. Tu prends ton petit frère qui vient d'obtenir sa licence en biologie et tu lui donnes des voitures à les mettre en location. Mais le gars d'abord est fier de rouler avec les voitures. Il va concasser tout ça d'abord lui-même. Et comme il aura la voiture, les petites filles qu'il avait refusées par le passé au quartier vont venir vers lui. Et le peu d'argent que le business va lui donner, lui va aller manger les petites filles là et toi, tu vas rester là-bas en Europe. Enfin, en réalité, c'est que vous ne créez pas les entreprises avec vos proches. Donc, vous prenez les incompétents et les incompétents vont couler votre affaire. C'est pas qu'ils sont malhonnêtes, non. Parce que la plupart des temps, quand vous dites que vos proches vous ont déçus, ils n'ont pas bâti les immeubles avec votre fortune. Vous n'avez pas vu quelque part, ils ont construit des maisons avec votre argent. Ils sont tous restés pauvres comme vous les avez trouvés, sauf que vous ne comprenez pas là où ils ont mis l'argent. L'argent a été seulement mal géré. Et quand j'ai mal l'argent, ça finit, hein. Ça finit sans qu'on ne mange même. Parfois, les gens m'accusent un temps d'avoir mangé leur argent dans le cadre d'un projet. Je leur disais que, gars, moi, je ne bois pas la bière. Premièrement, je ne bois pas la bière. Moi, je ne cherche même pas les femmes. Ça, c'est la deuxième chose. Je ne vais pas en boîte de nuit, je ne vais pas à la plage. Mais vous dites que j'ai allé manger l'argent là quand? J'ai seulement mal géré, c'est parti. Donc, je n'ai pas acheté un terrain, je n'ai pas acheté une voiture, je n'ai pas construit une maison, je ne bois pas la bière, je ne vais pas en boîte, je n'ai pas les femmes. Maintenant, j'ai mangé ça où? C'est seulement mal géré. Donc, vos proches ont seulement mal géré votre argent, ils ne vous ont pas volé dans la plupart des temps. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, la meilleure des choses est que vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, la production ou la distribution ou la prestation de services, quel que soit le domaine, vous avez besoin de beaucoup d'années d'expérience pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Parce que c'est pas seulement une affaire de j'ai le capital, j'ai le personnel, j'ai la connaissance et la compétence, non. La meilleure compétence d'un entrepreneur se trouve sur le terrain. La meilleure manière de faire une étude de marché est d'aller d'abord dans le marché vendre un produit. Parce que les résultats de l'étude de marché que vous obtenez sont comme les résultats. Sont comme les statistiques du gouvernement. On va vous dire, par exemple, que non, il y a le Camerounais consomme telle quantité de mètres cubes d'eau par jour. Mais sauf qu'en une journée, la moitié de la ville est déconnectée d'eau. Alors les statistiques fusent comme ça de partout. On vous fait comprendre, on vous donne des informations qui ne sont pas justifiées. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne partez pas dans le marché, sur le terrain vous-même, vous n'allez pas comment ça se passe exactement. Par contre, si vous allez sur le terrain, les gens ne vont plus vous informer. Parfois, quand quelqu'un me dit, bon, il y a des choses qui se passent bien, je dis que ton voisin a, il dit non. Il y a un membre de ta famille qui a, il dit non. Il y a un cousin qui a, il dit non. Et que, mais c'est qui alors qui a ça finalement? Parce que si c'est bon, ton voisin aura, ta famille aura, un cousin aura. Alors si personne n'a ça, ça se trouve donc où? Ça se trouve donc où? Parce que lorsqu'un produit passe le marché, on voit les emballages de ce produit à la poubelle. Alors si on dit qu'un produit est consommé dans toute la ville de Douala et tu n'as jamais trouvé son emballage à la poubelle, le produit dont on vend, Douala là, donc c'est quel Douala? Je te conseille fortement un business de production à vos débuts. Débutez par la distribution. Blaise étant tech, ouais, c'est la même chose que je disais tout à l'heure. Que si tu veux faire une entreprise dans la production, dans les détergents, tu as ton capital. Va vers quelqu'un qui a une entreprise de production de détergents. Tu lui donnes ta marque. Il fabrique ta marque avec toutes les informations dont tu as besoin. Il te donne, tu vends d'abord, on voit.
tu vends d'abord, on voit. Quand tu vas vendre chez beaucoup de personnes, tu calcules les bénéfices que toi tu gagnes et les bénéfices que celui qui produit pour toi gagne. Dès que tu vas vendre et gagner 500 000, tu vas te dire, si je fabriquais moi-même, j'aurais gagné 800 000. C'est déjà bien. Dès que tu verras que tes capacités de vente peuvent déjà permettre à une unité de production de fonctionner, tu peux aller faire ton installation et tu produis toi-même. Mais n'allez pas produire par le plaisir de produire parce que nous avons commencé par là, nous avons vu ce que ça nous a coûté. Bon, dernière question, il y en a. J'aurais besoin de ton moment venu, j'ai été dupé, oui, on a déjà répondu. J'ai répondu, je pense qu'on a répondu à presque tout le monde. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que ceux qui étaient là, voilà, ont eu le peu d'informations, dont ils pouvaient avoir besoin. Et je pense également que vous avez pris en compte ces conseils. Parce que quelqu'un qui vient partager son expérience avec vous a pour but de vous éviter de tomber dans des pièges, d'avoir la même souffrance que lui. Donc moi j'ai essuyé ma part de défaites à l'époque et il n'est pas bon que vous essuyez votre part de défaites. Oh, la chaleur voulait déjà me tuer. Tout ça parce que je n'ai pas le carburant pour démarrer la voiture en faisant le direct avec la clim. Le carburant coûte cher, c'est 840 francs le litre. Dans un pays qui produit le pétrole. Donc si ta voiture consomme 20 litres par jour, ça te fait 16 000. Ok, s'il n'y a plus de questions, on passe à autre chose. Bon, ce qui vient rire là, vous riez parce que je ne connais pas le carburant. Soko le Dieu là, mon frère, je suis pas un créateur de richesse, je suis un gars qui se bat, qui se débrouille. Je crée la richesse, mon frère. C'est la banque qui crée la richesse, c'est pas moi. La banque, il y a même la richesse, la banque crée l'argent. La richesse, c'est toute une autre chose. Mais, bon, il y a quoi là? Il y a quelques questions que je n'ai pas répondu. Une question que je n'ai pas répondu. Non, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu, pour l'achat en Chine, ça se passe comment, s'il te plaît? Mon frère, j'ai fait une formation de moins de 500 personnes à Douala. Je te connaissais vraiment très efficace en politique, mais depuis que je suis très satisfait de tes conseils et expériences en entrepreneuriat. Bro, merci. Un bon politicien, c'est d'abord un bon entrepreneur. Si tu fais la politique sans entreprendre, on va t'appeler dans un bureau administratif, te donner 500 000. Tes testicules vont gonfler, tu vas sortir les yeux comme ça, ton cœur va dire prends, l'autre va dire ne prends pas. Tu vas prendre les bêtises, aller manger. C'est-à-dire, qu'en penses-tu de l'entrepreneuriat pour les œufs? L'entrepreneuriat pour les œufs, ça veut dire quoi, les gars? Je ne sais pas ce que ça veut dire l'entrepreneuriat pour les œufs. Sénateur, s'il te plaît, déconseille l'agriculture et l'élevage à tes followers. Ces business sont en train de ruiner les gens. Mais je viens de leur dire tout à l'heure, non? Que quand tu vas aller faire l'élevage, le Cameroun, le gouvernement va sortir les statistiques du genre, le Cameroun a un déficit de 120 000 tonnes de poulet. Tu vas comprendre comme ça. Je crois qu'on a dit qu'il y a 120 000 tonnes de poulet qui manquent au marché central. Tu vas aller élever ta part. Pour faire l'agriculture, je ne déconseille pas l'agriculture et l'élevage. Je déconseille plutôt la débrouillardise dans l'agriculture et l'élevage, monsieur Blaise et Tontec. En réalité, l'élevage et l'agriculture est un business qui peut nourrir son homme. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos milliardaires qui ont commencé parce que c'est même le secteur primaire de l'industrie. Il faut commencer par là. Le truc, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. Par exemple, quelqu'un qui va aller lancer 10 hectares de plantain, de bananes plantain, à 40 km de Douala n'aura jamais l'argent, il ne va jamais gagner parce que il ne sera pas capable d'apporter sur le marché de Douala
1000 régimes de plantain en un jour. Et quand tu vas aller couper 200 régimes de plantain, si tu loues un camion pour transporter ces plantains jusqu'à Douala, le prix de vente du plantain risque d'être en dessous du prix de location du camion. C'est pour ça que tu vas abandonner ces plantains en brousse. Par contre, si tu viens faire 50 hectares de plantains, avec pour projet de faire une unité de production de chips sur place et tu mets sur pied un circuit de distribution de tes chips que tu produis directement sur le lieu où tu as fait le plantain, ça va marcher. Mais si tu fais le plantain pour faire, moi j'ai perdu 18 millions sur le plantain et que je demande encore pardon à mes 2 partenaires de la diaspora avec qui on était dans le projet. Les gars, pardonnez-moi, c'était l'ignorance et ça nous a mis tous dans l'indemne. Au moins ça on a les terrains là. J'avais sué tous ces millions justement parce que je pensais que nous en culture. Alors quand je vais au champ, je coupe 10 régimes de plantain en bongo. Je dis quand même, il faut comment avec ça à Douala. Tu prends un taxi, gars, tu me laisses le plantain, c'est à Douala combien? 17 000. Tu forces jusqu'à tu viens jeter à Yassa, on arrête ça comme ça. Le plantain c'est là, tu as cultivé ça que sur les cailloux. Il y a 700. Donc, pour aller faire l'agriculture. Par contre, il y a des domaines dans l'agriculture comme le panier à huile pour celui qui a les moyens, l'EVA pour celui qui a les moyens, il y a les avocatiers pour celui qui a les moyens, le poivre pour celui qui a les moyens. Mais il faut bien étudier et savoir que vous devez, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans avoir au moins ces 10 hectares de terre. Toute agriculture pratiquée sur moins de 10 hectares de terre n'est pas de l'agriculture. C'est le champ. C'est le champ, on ne fait pas l'agriculture avec les houes et les machettes. On ne fait pas l'agriculture avec les houes et les machettes. Ça, c'est le champ. Donc, je ne dis pas que je vais déconseiller l'agriculture et l'élevage. Je déconseille plutôt les débrouillards de l'agriculture et de l'élevage. Par exemple, pour l'élevage des poulets ou des poulets pondeuses pour les œufs, je connais beaucoup de milliardaires du côté de l'Ouest. D'abord, dans mon propre champ au village, il y a au moins 4 fermes et tous ces gars sont des grands patrons du village. Mais ce ne sont pas des gars. Les gars élèvent 10 000 pondeuses. Alors, une pondeuse mange au moins 4 700 aujourd'hui pour pondre le premier œuf. Donc, 10 000 pondeuses auront besoin de 47 millions pour pondre le premier œuf. Alors, tu vois que seulement le fonds de roulement, c'est 47 millions. 47 millions. Sans construire maintenant les bâtiments, les voitures qu'il faut acheter pour évacuer ces œufs. Alors, quelqu'un va voir celui-là avec ses voitures, sa ferme, il va aller prendre sa part de 8 millions pour aller élever les pondeuses avec. Mais à chaque jour, on va pondre 400 œufs. Il va mettre 400 œufs, regardez comme ça, allez voir un gars du quartier, lui proposer. C'est comme ça qu'il va tourner à rond et après manger tout le capital. Comment faire pour savoir si le produit peut fonctionner? Bon, pour savoir si un produit peut fonctionner, il faut aller chez le marabout, il jette les courriers à terre, pardon. Là, il peut te jeter les courriers comme ça, là. Il te dit que bon, ceci, tu casses des bâtons comme on casse là. Les Baméricains et les Bassas sont forts pour ça. Ils jettent les courriers, avec les Bamou et les Mbororo. Parce que cette question que tu poses, ça n'a pas, tu vas savoir, il faut d'abord aller vendre ce produit là. Si ça marche, ça a marché. Si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Je vous dis depuis que ce n'est que l'expérience qui détermine les résultats. Pourquoi c'est si difficile de vous joindre par WhatsApp, sénateur? C'est difficile parce que comme tu veux me joindre par WhatsApp, là, c'est au moins 10 000 personnes qui envoient les messages tous les jours. Donc, si tu veux me joindre par WhatsApp, écris seulement jusqu'à ce que je... Parce que quand vous écrivez à l'une, moi, la journée, je cherche aussi l'argent pour nourrir mes enfants. Et quand je reviens le soir, j'ouvre, je vois 250 messages. Je réponds au peu que je peux répondre. Le reste, je laisse. Alors, écris. Dès que tu vois qu'on n'a pas répondu, tu écris encore. Mais vous venez dire bonjour. Dès qu'on vous répond pas, vous venez sur Facebook dire qu'on ne répond jamais aux messages, les gars. Qu'en penses-tu? Pourquoi c'est si dur? Qu'en penses-tu du snack bar? Qu'en penses-tu du snack bar? Les gars, je ne bois pas la bière. Donc, je ne connais rien du snack bar. Je ne suis pas un buveur d'alcool. Bonjour, sénateur. Ce que tu penses de l'importation des pneus? L'importation des pneus, un très bon business. Très bon business d'ailleurs. Mais... il faut maîtriser les circuits de distribution des pneus au Cameroun et savoir que chaque importation a son réseau pour passer au port. On ne passe pas au port de la même manière. Pour preuve, quand tu fais venir ta propre voiture au Cameroun, ça te coûte plus cher que lorsque tu peux acheter à l'hôtel Lendé. Pourtant, c'est la même voiture achetée chez la même personne en Europe. Chaque business a son secret. Je vais faire l'élevage, j'ai besoin de ton expertise. Je sais que tu as aussi fait dedans. Oui. Bonjour, sénateur. Je souhaite travailler avec vous, quel que soit le domaine. Bon, tu peux travailler avec moi, quel que soit le domaine. Je vais te payer avec quoi? Si tu veux travailler pour rien, tu me dis non. Sinon, je n'ai pas de poste à offrir pour le moment. Donc, je n'aurai pas de salaire à te donner.
Bon, sénateur, je souhaite travailler avec vous. La noix de cajou, poivre. Bonjour, Big. À toi, grand frère, tu es vraiment une source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise. Merci, Martial. Je suis entré dans le poulet de chair avec 7 millions. Je suis sorti de là. Je suis entré dans la distribution avec 1 million et je suis à 5 millions après un an. Soyez sage. Ça c'est drôle. Quand tu vas faire poulet de chair avec 7 millions là, tu vas faire quoi avec 7 millions? Parce que les éleveurs de poulet de chair sont des distributeurs d'aliments. Puisque ce que tu peux faire, le poulet que tu élèves 45 jours pour gagner 300 là. Le gars prend le même poulet à 7 heures. Il gagne 300 là à 10 heures. Donc toi tu as 45 jours pour avoir 300. Lui il a 3 heures de temps pour avoir 300. Le gars qui te vend l'aliment a 1 heure pour avoir les mêmes 300. C'est pour ça que quand on veut faire l'élevage, vous allez voir que les grands éleveurs sont d'abord les provendiers, donc les vendeurs d'intrants pour l'élevage. Alors nous entrons seulement dans on achète. Il faut contrôler. C'est tout un circuit. C'est toute une chaîne que vous devez contrôler pour être au top. Et c'est pour ça que nous disons aux gens que même quand on veut faire l'élevage ou l'agriculture, le terrain qu'on achète pour faire l'agriculture, on ne choisit pas au hasard. Moi, déjà, ça a déjà acheté 400 hectares à l'est. Mon frère, tu as fait quoi avec 400 hectares de terrain à l'est? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour tu veux faire un cimetière, c'est pour faire quoi avec 400 hectares à l'est? Quand tu achètes 400 hectares de terrain à l'est, achète 1 hectare à Souza. Quelque part après Souza. Parce qu'un jour même, le projet peut échouer, la vie te trouve là-bas. Donc on ne fait pas le choix du site au hasard. Alors les gens de la diaspora, c'est justement parce que les gars viennent acheter 400 hectares à l'est. Quelqu'un dit non, j'ai acheté 800 hectares dans le Noun. Mais tu vas faire quoi avec 800 hectares de terrain dans le Noun? Même si on te donne tout le Noun là, tu vas faire quoi? Et les endroits dans le Noun où pour construire, tu n'as même pas besoin d'acheter le terrain. Dans le Noun là, à l'ouest là. À l'ouest là, il y a les endroits, à Baganté là, que pour construire, tu n'as pas besoin d'acheter le terrain. C'est abandonné là comme ça, ça part vers ton garabé, il n'y a personne dessus. Alors quand tu peux acheter 400 hectares, c'est pour faire quoi? Donc même pour faire le choix du site de l'élevage ou de l'agriculture, il faut avoir un conseil. Parce que dans la vie, le business n'est que stratégie. Ce n'est que stratégie. Voilà. S'il vous plaît, donnez-moi un budget qu'on peut commencer avec un petit budget. Le petit budget ne veut rien dire, c'est 100 francs ou c'est 100 millions parce que quand tu es petit budget en Dangote voit ça comme 3 milliards. Bon, si tu es en Dangote, quelqu'un me disait que commencer avec un petit budget, Dangote va croire que tu parles de 3 milliards. Mais si tu dis ça à ta maman va croire que tu parles de 700. Donc le petit budget ne veut rien dire. Donc Blaise, le tout n'est pas que l'élevage et l'agriculture ne payent pas. Non, c'est que les gens ne savent pas faire le choix. On ne fait. Quand vous voyez les gars aujourd'hui qui vendent les terrains là-bas au niveau de Kendek, Lundi, qui ont des palmeraies à Lundi, Lorbessou, les PK là. Mais c'est des gars qui ont acheté à l'époque pour faire l'agriculture. Aujourd'hui, le mètre carré, ils vendent à 10 000. Pourtant, ils avaient acheté ça au prix de rien. À l'époque, quand tu vivais à Douala, quelqu'un qui était à PK36, on se moquait de lui parce que PK36 était hors du Cameroun à leur époque. Donc, la ville les a trouvés parfois 40 ans plus tard. Ils ont acheté cette terre, ils avaient 30 ans. Aujourd'hui, à 70 ans, ils deviennent milliardaires. Donc les gars, pensez votre vie autrement. Projetez et sachez que chaque business, c'est la stratégie. Bon les gars, on va pas caler en ligne. Hein? On va pas caler en ligne. Je dois aller chercher ma part de Nyama. Ma part de Nyama actuellement. Pardon, où est la barrière là? Je sors.